Bienvenue sur les sites des ardoisières de Warmifontaine en province de Luxembourg dans le sud de la Belgique. On n'y voit plus aujourd'hui que quelques ruines, mais cet endroit était-il ni pas si longtemps le siège d'une industrie florissante. Le premier site de production d'ardoises dans le pays. Nous nous proposons de faire revivre cet endroit avec le concours des technologies modernes de visualisation 3D et de réalité virtuelle. Mais faisons d'abord un petit retour en arrière et commençons par le commencement. Comme vous le voyez sur cette carte, il y a plusieurs centaines de millions d'années le monde était bien différent. Les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas encore. La configuration de notre Belgique était à l'opposé d'aujourd'hui, avec une partie immergée au sud et le nord constitué d'un massif appelé massif de Brabant. Essayons de comprendre avec un petit graphique très simplifié. Tout a commencé il y a un peu plus de 400 millions d'années. Warmifontaine était occupée par la mer. Des boues argileuses se sont déposées dans le fond en couches successives. Ces couches subirent des températures et des pressions intenses pour se transformer en pierre. Sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques s'en est suivi un plissement sous forme d'une série de synclinoriums et d'anticlinoriums. Ces couches ont basculé sous forme de grandes planches inclinées après érosion. C'est l'une de ces planches inclinées de Phyllade que nous retrouvons dans le gisement de Warmifontaine. Nous retrouvons de nombreuses exploitations ardoisières le long de ces plissements comme nous le montre cette carte. Regardons maintenant spécifiquement la situation à Warmifontaine. L'implantation de la mine est alignée avec la couche schisteuse d'une épaisseur de 70 mètres et inclinée de 53 degrés par rapport à la verticale. Le long de cette veine progresseront une centaine de chambres d'extraction gigantesques jusqu'à une profondeur de 170 mètres. Nous allons organiser la visite de la façon suivante. Dans un premier temps, nous allons descendre au fond de la mine avec le taquet pour découvrir le travail pénible des squelets sous terre. Nous visiterons ensuite les ateliers de surface pour découvrir les techniques de fabrication d'ardoises. Nous terminerons enfin avec la visite du Skeleton Mémorial en souvenir de tous ces hommes qui travaillèrent très dur ici aux ardoisières de Warmifontaine. Suivez-moi. Nous entamons notre descente dans ce puits de 170 mètres de profond. Ce puits fut creusé en 1870. L'ardoisière comprenait déjà 6 étages de 27 mètres à 104 mètres de profondeur en moins de 20 ans. La mine continua à évoluer rapidement jusqu'à l'effondrement catastrophique de 1912 qui mit un coup d'arrêt de 10 ans. Cette catastrophe condamna la population de Warmifontaine à l'exode pour retrouver du travail. Après le pompage de l'eau pendant un AN, l'activité reprit en 1923 pour se terminer en 2003 mais n'a jamais pu retrouver l'époque prospère du début des années 1900.
En descendant dans le puits, nous atteignons les différentes voies qui mènent à la centaine de chambres d'extraction. Notre premier arrêt sera la voie 12 à -120 mètres et la chambre 12.8 qui nous replongera dans l'activité de la mine au début du XXe siècle. Une bonne marche de 300 mètres à travers une galerie très sombre était nécessaire pour atteindre cette chambre. Sur votre droite vous voyez les tuyaux d'exor qui pompent l'eau de la mine et les tuyaux d'air comprimé pour actionner les marteaux pneumatiques. Ces galeries étaient équipées de rails pour ramener la bonne pierre vers le puits. Dans quelques instants nous arrivons. Dans cette chambre l'extraction de la pierre se fait suivant une méthode dite de rehaussement. Après une première cavité creusée par les craboteurs, s'ensuit une extraction de blocs de plusieurs tonnes à partir du toit de la chambre qui s'écrase sur des murs de remblai avant d'être débités. Après toutes ces explications de René, pénétrons maintenant dans cette chambre d'extraction. Les craboteurs ont déjà percé la galerie travers banc que nous traversons maintenant. Cette galerie accède d'abord au mur de la veine. Nous voyons devant nos yeux le travail le plus pénible et le plus dangereux, le crabotage de la chambre. Comme vous pouvez le voir, ces ouvriers travaillent dans des conditions épouvantables. Des espaces très étroits sur une pente de 53 degrés et avec un précipice à leurs pieds. Après explosion de la poudre, ils se faufilent progressivement dans cet espace très réduit et arrachent la veine de schiste avec un pic ou une barre à mine. Après ce travail de préparation, le tir de mine peut démarrer pour être prêt à extraire demain matin les blocs de schiste extraits de la paroi. Après ce pénible et dangereux travail, pénétrons maintenant dans la chambre d'extraction qui a progressé depuis quelques années. Au premier regard, vous voyez sur votre gauche les gradins élevés avec les débris restés dans la chambre. Ces gradins facilitent la taille du toit de la chambre sur votre droite. Approchons-nous plus près de ce toit et observons le gros bloc de schiste récemment abattu. Ces blocs peuvent facilement peser une dizaine de tonnes. Après leur abattage, ces blocs sont ensuite débités sur place en morceaux plus petits qui seront remontés en surface. Remontons maintenant la chambre d'extraction le long de ces maçonneries de déchets en gradins. Ces gradins permettent aux ouvriers de se tenir au plus près de la couche de schiste à extraire. Cette extraction se fait en remontant. Allons voir un ouvrier au travail avec son marteau-piqueur. Il est en train de progresser pour placer les cartouches de poudre noire et continuer l'extraction du schiste dans la chambre jusqu'à épuisement de la veine d'une épaisseur de plus ou moins 60 mètres. Les blocs de schiste débités sont ensuite déposés à dos d'homme ou avec un treuil vers le fond de la chambre. Ils sont ensuite transportés vers la surface par wagonnette à travers les galeries et le puits Sainte-Barbe. Avant de quitter cet endroit, un petit graphique nous montre l'aspect gigantesque de ces chambres. Vous voyez ici la progression de l'extraction dans la chambre 16-4 de l'ardoisière année après année. Plus de 25 ans d'activité pour être au bout de la veine. L'église de Warmy-Fontaine pourrait aisément être contenue 2 fois dans cet immense espace. Continuons maintenant notre descente vers les dernières chambres exploitées avant la fermeture.
L'environnement est ici complètement différent. L'éclairage électrique est plus présent. Les mesures de sécurité également. Le travail manuel d'extraction a fait place à une approche plus mécanisée que nous allons voir en détail. Dans les dernières années d'exploitation de la mine, il y a une vingtaine d'années, quelques chambres furent vidées de leurs déchets. Ces déchets sont remontés en surface pour la production de produits dérivés pour l'aménagement extérieur par exemple. Depuis, tout est englouti. Le petit Peljob est resté dans le fond. Dans cette dernière chambre où nous pénétrons maintenant, la méthode d'extraction est mécanique. Une scie appelée haveuse découpe le banc de schiste en tranches. Le mineur décolle ces tranches au marteau-piqueur pour ensuite les débiter sur place avant d'être remonté en surface. Continuons notre visite en suivant le parcours de ces dalles de schistes arrivant à la surface par le puits Sainte-Barbe. À leur arrivée, les dalles de schiste sont transportées vers les ateliers pour être découpées, vendues et transformées en produits finis. Ces produits sont principalement des ardoises, mais d'autres produits également, tels les tablettes de schiste pour la construction ou des éviers par le passé. Les techniques de travail du schiste ont évolué avec le temps. Nous visiterons deux ateliers, l'un ancien avec un travail manuel important, l'autre plus mécanisé avec une optimisation du procédé de fabrication. Dirigeons-nous d'abord vers les anciens ateliers. Nous traversons le chantier où sont stockées les ardoises avant leur départ pour toute la Belgique. 12 millions sont produites chaque année à Warmy-Fontaine. Les ateliers que vous voyez devant vous sont aujourd'hui disparus. Notez au passage la grande cheminée, témoin de l'activité des machines à vapeur avant 1912. Une partie de cet atelier fut reconstruite au fourneau Saint-Michel en 2010. Pénétrons à l'intérieur. Après le déchargement des dalles à dos d'homme, le travail de transformation peut commencer. Première étape, le débitage. Il s'effectue suivant deux plans perpendiculaires au plan de fissilité du schiste, le plan de boucage parallèle au long grain et le plan de kernage. Les ardoises seront obtenues en fendant ces blocs en fines tranches suivant le plan de fissilité. Une entaille est créée dans la pierre au moyen d'un pic. Cette entaille est approfondie avec une scie. Dans cet entaille, on enfonce un burin pour achever la découpe de la dalle en différents morceaux. Les morceaux débités sont appelés spartons. Le débitage que vous venez de voir s'est fait le long du plan de boucage. Plus aisé car suivant le long grain naturel du schiste, les spartons sont arrosés avant de procéder à l'étape suivante, le fendage. Les fendeurs utilisent un ciseau pour fendre le sparton en fines ardoises le long du plan de fissilité. Au départ pliés en avant, les spartons sont coincés entre les sabots pour être fendus en fines ardoises. À partir de 1940, le fendage s'opérait sur un établi spécial muni d'une presse actionnée par le genou gauche. Le découpage aux dimensions finales est la dernière étape de la fabrication de l'ardoise.
Ce travail s'effectuait sur un chevalet dénommé plaisamment le bouc. Il sera remplacé plus tard par une cisaille. Les déchets sont ensuite évacués vers le Verdoux. La quantité d'ardoise représente 12% de la quantité de schiste extraite de la veine. Une moitié seulement de cette quantité extraite est remontée à la surface pour être transformée en ardoise. L'autre moitié laissée en bas remplit progressivement les chambres d'extraction. Ces milliers d'ardoises sont ensuite triées et préparées pour leur expédition. Ces transports s'effectuaient en charrette vers la gare de Neufchâteau ou plus tard par camion pour être distribués dans tout le pays. Tout ce procédé de fabrication fut modernisé en juin 1961 grâce à l'ingéniosité de l'équipe d'entretien de l'ardoisière. Allons voir d'un peu plus près toute cette rationalisation. En traversant le site, la grande cheminée et ses machines à vapeur ont disparu pour faire place à l'électricité. On aperçoit également les trémies qui déversent les déchets dans les bennes de camions pour le Verdoux. Le grand bâtiment blanc datant de 1903 est le bâtiment administratif et l'un des rares encore debout aujourd'hui. Pénétrons maintenant dans les bâtiments pour comprendre ce nouveau procédé. Voici la vision humoristique publiée dans un petit périodique de l'ardoisière à l'époque. Avec cette caricature tout est dit. L'idée dans cet atelier, la pierre entre à l'état brut et y subit toutes les manutentions et transformations avec le minimum de manipulation. Cette petite vidéo illustre très bien le procédé. À son arrivée, le chariot est pesé automatiquement et le déchargement se fait à l'aide d'un palan. La translation sur la table de traçage se fait sur transrouleur. La pierre tracée est versée sur une débiteuse à disque diamanté. Les spartons sont repris par un transrouleur puis par une courroie transporteuse.
Les fendeurs des rebatteurs sont desservis par cette courroie transporteuse qui, en fin de course, amène par un dernier transrouleur les ardoises terminées à un poste de triage abrité. Les ardoises sont transportées sur plateau par un Clark. Tous les déchets de fabrication glissent par gravité sur une courroie transporteuse qui les évacue vers une trémie. Ou un camion les reprend pour une mise au terril. Terminons enfin avec un petit tour du site. Sur votre gauche, après la trémie qui déverse les déchets dans le camion pour le Verdoux, nous apercevons des bâtiments abritant des activités annexes telles que la forge pour réparer ou réaffûter les outils. Ici au coin se trouvait la cabine électrique de l'ardoisière. Devant vous d'autres bâtiments servant de magasins de stockage pour l'outillage, les explosifs, etc. Devant vous se trouve un bâtiment emblématique appelé le château. Ce bâtiment construit au tout début de l'ardoisière servait de magasin. Les ouvriers pouvaient trouver toutes sortes de marchandises nécessaires à la vie de tous les jours. Ce bâtiment abritait également une cantine, une infirmerie ainsi que des logements pour les ouvriers dans les étages. Il fut malheureusement démoli en 1998. Dans le fond du site, nous traversons le pont surplombant la route principale du village pour rejoindre le Verdoux où sont stockés tous les déchets. Ce Verdoux existait encore il y a quelques années mais a pratiquement disparu aujourd'hui. Ceci termine la visite virtuelle des ardoisières de Warmy-Fontaine, site industriel emblématique malheureusement oublié. La prochaine étape sera la construction virtuelle 3D du Scailleton Mémorial. Nous y trouverons un espace mémoire, un espace didactique et un espace consacré à l'effondrement de 1912. Une visite virtuelle de la mine avec casque est également en préparation. À bientôt.